à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici tout de suite le sommaire de cette nouvelle édition. La Belle de Jean-Christophe Maillot est de retour sur la scène du Grimaldi Forum jusqu'au 3 janvier. Nous vous ferons découvrir ce nouveau casting. La jeune chambre économique de Monaco présentait son dernier business time de l'année autour du sport. Daniel Elena et Marco Simonet étaient invités aux côtés de Patrice Cellario. Les 30 ans d'Hercules recensés dans un bel ouvrage de 144 pages. Nous reviendrons sur la sortie de ce livre avec Bernard Fautrier et Jean-Pierre Chebel. Retour sur la société monégasque Sonema qui organisait récemment un séminaire réunissant ses partenaires africains en principauté. Je vous en parlais en titre, La Belle de Jean-Christophe Maillot est de retour sur scène. L'un des plus grands succès des ballets de Monte-Carlo est de nouveau présenté au public pour ses fêtes de fin d'année avec bien entendu un nouveau casting et de nouveaux costumes. José Sacré assisté à la Générale, reportage. « 27 décembre 2001, création de La Belle de Jean-Christophe Maillot par les ballets de Monte-Carlo sur la scène de la Salle des Princes du Grimaldi Forum. 15 ans plus tard, jour pour jour, le 27 décembre 2016, au même endroit, a eu lieu la générale d'une nouvelle production de La Belle, avec en invité deux solistes du Bolchoï, Olga Smirnova et Semyon Chudin. Je n'avais pas réalisé que c'était jour pour jour, et effectivement, 15 ans. 15 ans, une belle histoire parce que c'est un ballet qui a beaucoup tourné, qui continue à tourner. J'avais juste eu besoin de le faire vivre d'une manière différente. Encore une fois, les interprètes originaux ne sont plus là. Il y a toute une nouvelle génération de danseurs là, qui vont l'habiter pour la première fois. Et puis j'avais envie d'en changer un peu l'esthétique. J'avais envie de renouveler la garde-robe. Et donc j'ai demandé à Jérôme Kaplan, un exercice très difficile d'ailleurs, parce que je voulais conserver les idées fondamentales de la pièce, à savoir la belle dans la bulle, le phénomène du ventre à l'air pour la belle, de garder ce monde très joyeux pour le monde de la belle et ce monde très anguleux pour le monde du prince. Et je dois dire qu'il a fait un travail assez formidable qui, à mon avis, amplifie la compréhension de l'histoire, en sachant qu'elle est complexe puisqu'on raconte vraiment l'histoire de la Belle au bois dormant comme Perrault l'a souhaité, avec toute la dimension, je dirais, plus psychanalytique, la mère ogresse qui veut dévorer la Belle, il y a des choses assez fortes dans cette histoire. Et puis oui, cette nouvelle génération est aussi la première fois que Bernice et Chris qui n'avait pas, Roland qui n'était pas revenu dans le studio depuis très longtemps, s'est impliqué aussi et a transmis en grande partie le rôle du prince, entre autres à Semyon Chudin et Olga Smirnova, les deux étoiles du Bolchoï. Et donc là, on va avoir trois nouvelles belles, formées par ces anciens danseurs qui leur transmettent, avec une chorégraphie revue, repensée. Donc on peut dire que c'est une nouvelle belle, mais sur les structures solides de la première de 2001. Depuis la création originale de Marius Petipa en 1890, La Belle au bois dormant a inspiré de nombreux chorégraphes. Parmi les versions les plus remarquables, celles de John Nemeyer en 1968, de Mats Eck en 1996 et bien sûr de Jean-Christophe Maillot qui, en 2001, a souhaité revenir aux origines du conte de Perrault. Je pense que la dimension du conte de fées est quelque chose de plaisant et a quelque chose qui a à voir aussi avec la danse, parce qu'il y a quelque chose de féerique dans le conte de fées. Finalement, la danse a aussi ce pouvoir de rendre les êtres immatériels, ou en tout cas un tout petit peu plus surprenants que l'être lambda. Et puis, ce sont des histoires fortes, d'abord ce sont des histoires d'amour, ce sont des histoires qui réunissent tous les archétypes, je dirais, émotionnels qu'on aime. L'amour, la haine, la jalousie, le défi. Et donc, c'est toujours des sujets sur lesquels on peut poser un regard personnel
mais qui trouve une forme d'universalité parce que ça rencontre le commun des mortels et ça rencontre l'inconscient de tout le monde. C'est l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Nicolas Brochot qui interprète la musique de La Belle au bois dormant de Tchaïkovski, augmentée de Roméo et Juliette du même compositeur. L'histoire de La Belle au bois dormant, comme elle est racontée de manière traditionnelle, s'arrête toujours au moment où la Belle et le prince se marient. Mais dans le conte de Perrault, ça n'est que la moitié de l'histoire. Il y a l'autre moitié qui est beaucoup plus dramatique, beaucoup plus tragique, qui finit bien aussi. Et donc il n'y avait pas dans la musique originale de Tchaïkovski cette dimension plus forte, plus dramatique. Et donc je suis allé chercher dans l'œuvre de Tchaïkovski et il y a ce Roméo et Juliette qui est une pièce très forte, beaucoup trop courte pour raconter l'histoire de Roméo et Juliette. C'est une pièce qui dure une vingtaine de minutes, mais avec une dimension dramatique extraordinaire et des consonances, des couleurs qui sont assez proches puisqu'elles sont du même compositeur. Donc en mettant cette œuvre en plus dans l'œuvre originale de Tchaïkovski, j'ai trouvé que ça donnait un ensemble beaucoup plus puissant et puis beaucoup plus proche de la narration que j'essayais de raconter. Autre spectacle qui attire chaque année un public venu du monde entier, le 41e Festival international du cirque de Monte-Carlo est de retour en principauté du 19 au 29 janvier sous le chapiteau de l'Espace Fontvieille. La billetterie est ouverte. Vous trouverez tous les renseignements concernant cette édition 2017 sur le site montecarlofestival.mc. Revenons à présent sur l'événement Business Time de la Jeune Chambre économique de Monaco. Ce dernier rendez-vous de l'année avait pour thème Monaco, terre du sport. À cette occasion, la JCE avait convié deux invités de marque autour du conseiller de gouvernement Patrice Cellario, Marco Simone et Daniel Elena. Le reportage d'Émilie Rousseau. Avec un nouveau format instauré au début de l'année, le Business Time de la Jeune Chambre économique aura su séduire de nombreuses personnes. Cet événement trimestriel dédié au networking en principauté aura mis à l'honneur, lors de chaque rendez-vous, un pôle d'excellence. Le dernier de l'année avait pour thème Monaco, terre du sport. On est tous intéressés par le sport de près ou de loin. Ça nous a semblé être un thème intéressant. On avait abordé le tourisme d'affaires, la banque et la finance, l'urbanisme. Et pour finir l'année, on a voulu être un peu plus décontracté autour du sport. Le sport fait en effet partie de l'ADN de Monaco. De nombreux événements rythment depuis des années le calendrier sportif, à l'image du Grand Prix de Formule 1, du Monte Carlo Rolex Masters, du Mare Nostrum ou encore du meeting Hercules. Qui n'est pas allé aux quatre coins du monde et en disant Monaco, Monte Carlo, on dit le Grand Prix. Donc d'évidence, oui, Monaco, terre du sport, mais terre du sport aussi parce que c'est le sport au quotidien. Ce sont les scolaires qui pratiquent et que l'on initie à de très nombreuses disciplines sportives et qui poursuivent leur activité au sein des clubs de la principauté. On a célébré il n'y a pas si longtemps que ça les 90 ans de l'ASM, l'association sportive générale, de la création du club. On va dans quelques années fêter les 80 ans du Grand Prix automobile. Je crois que le sport, effectivement, c'est vraiment une composante essentielle de la vie monégasque. Par ses structures sportives, par son cadre de vie, Monaco attire également des athlètes toujours en activité ou à la retraite, à l'image de Novak Djokovic ou de Sergei Bubka. D'ailleurs, pour aborder au mieux ce thème du sport, la JCE avait invité l'ancien joueur et entraîneur de l'AS Monaco, Marco Simone, et le nonuple champion du monde de rallye, Daniel Elena. Et Monaco, ça représente vraiment une ville de sport. Au-delà de la grandeur, au niveau des surfaces, il y a l'environnement idéal pour n'importe quel sport. Déjà, avec notre prince, qui est un fou de sport, qui est membre du CIO, qui est membre de X fédérations sportives, c'est vraiment un passionné. Il est capable d'annuler certains rendez-vous importants pour aller voir des jeunes qui sont en train de faire une compétition. On l'a vu sur les JO de Rio, où il a passé les 15 jours là-bas. Donc c'est sûr que Monaco, le sport, c'est toute une histoire.
et le sport automobile encore plus, parce que bon, comme j'ai souvent dit, c'est la vitrine mondiale du sport auto, parce que c'est un des seuls pays au monde qui a la Formule 1, qui a le WRC, qui a maintenant la Formule électrique. Donc voilà, quoi, que dire de plus. Ce choix du thème de Monaco, terre du sport, aura été rassembleur. Pour preuve, la cinquantaine de personnes présentes à DPM Classique, un lieu insolite entre voitures anciennes et galeries d'art. Il a peut-être fait partie de votre liste de cadeaux de Noël. Hercules, 30 ans d'athlétisme à Louis II est un ouvrage de 144 pages recensant tous les records, les exploits, mais aussi les échecs qui se sont déroulés lors du meeting monégasque. Sacré meilleur meeting au monde à 5 reprises. Je vous propose d'écouter à ce sujet Bernard Fautrier et Jean-Pierre Chebel au micro de Frédéric Hélion. 30 ans, c'est quand même une date importante et donc on en parlait depuis quelques années avec notre ami Michel Fradet qui a suivi les meetings depuis le début. Et puis on a convenu que ce serait bien qu'il prenne la plume et qu'effectivement il résume ces 30 années en un certain nombre de textes, mais surtout en donnant la parole à ceux qui ont contribué à ce que Hercules soit ce qu'il soit, c'est-à-dire tous ceux qui, à un niveau ou à un autre, ont participé depuis le début pratiquement à cette grande aventure. Chaque année, 30 ans, et avec 2 pages, une photo, le souvenir, les événements de l'année athlétique, avec un témoin en effet comme l'a, je dirais, précisé notre président. Il y a 2 aspects. Il y a l'aspect de ceux qui, participant à l'organisation, et le plus souvent depuis le début, ont donné leur témoignage. Et Michel Fradet a pratiquement pris un témoin pour chaque année. Donc ça fait à peu près le total de ceux qui participent. Et puis il y a tous ceux qui nous ont fourni les images, vos confrères, les photographes, les agences de presse, etc. Et ça a sans doute été peut-être la partie la plus délicate parce que remonter 30 ans en arrière et retrouver des clichés, ça n'est pas toujours facile. Enfin, je pense que le résultat est quand même satisfaisant. En tout cas, pour nous, c'est un grand bonheur d'avoir ce témoignage. Si vous deviez, vous, personnellement, ressortir un souvenir marquant de ce meeting, qui est, on le rappelle, l'un des meilleurs au monde, hein, de la Diamond League, ce serait lequel ? Écoutez, je vais répéter ce que j'ai dit dans le livre, c'est-à-dire que c'est le record du monde de Carl Lewis et du Santa Monica Track Club en 1991. C'était un moment magique. On a eu d'autres records du monde depuis, mais une équipe et un athlète aussi emblématique que Carl Lewis, c'était effectivement un grand moment. Les témoins sont aussi les athlètes qui ont marqué ce meeting. Je crois que c'est vraiment pour moi le fait marquant, c'est d'avoir eu toutes les stars sont venues chez nous et ça a été un grand bonheur de les accueillir et le public là-dessus justement l'a reconnu puisque le meeting qui avait eu des débuts, je dirais, difficiles au niveau, je dirais, public, remplissage du stade, le public est venu et maintenant on fait stable presque comble et c'est ce qui fait d'ailleurs la qualité du meeting parce que les résultats du meeting sont aussi grâce à l'ambiance des spectateurs. Les spectateurs aident les athlètes à faire des résultats. La première chose qui est marquante, c'est vrai d'abord ça a été l'affluence du public progressive. Ça a été aussi l'affluence des stars, quand tout d'un coup à une conférence de presse, on se présente et qu'on voit à côté de nous qu'on a tout le monde, les Pérec, les Lewis, vraiment toute la crème de ce qui se fait le mieux au monde. Alors là, on se dit tiens, on a franchi un pas. Puis après, bon, moi, chez moi, c'était l'événement en effet. J'étais toujours à me dire, j'aimerais bien un jour avoir dans mon meeting une fille qui court en moins de 4 minutes le 1500 mètres. Et quand tout d'un coup, j'en ai 8 qui ont fait ça, j'ai fait, je rêve, je me suis presque pincé pour voir si c'était pas un rêve. Un mot de basket avec la victoire de la Roca Team mardi soir face à Orléans, 86-61. Un dernier match réussi pour les Monégasques qui leur permet de conforter leur place de leader. Je vous propose de découvrir à présent une société implantée à Monaco depuis plus de 30 ans. Sonema s'est développée dans le domaine des télécommunications. Elle invitait il y a quelque temps ses partenaires africains à un séminaire en principauté. Le reportage de Patricia Navarro. Depuis plus de 20 ans, la société monégasque La Sonema est implantée en Afrique où elle développe auprès de nombreux partenaires ses services de télécommunication. Pour partager avec eux les évolutions technologiques du secteur et proposer des pratiques efficaces, l'entreprise vient d'organiser un séminaire de travail à Monaco avec 20 entités présentes sur des pays tels que le Bénin, le Cameroun, l'Égypte ou le Sénégal.
Sonema, c'est un opérateur intégrateur de réseaux de télécommunications, comme vous le disiez, qui est présent en Afrique depuis plus de 20 ans. Donc on a réagi de manière agile en fonction de ces 3 éléments-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on représente une société qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'Afrique. Quand on propose des réseaux de transmission de données pour les banques, l'enjeu, mais qui n'est pas récent, l'enjeu de sécurité est prégnant chez nos clients et prégnant aussi chez Sonema. Ce qui évolue maintenant, c'est qu'avec l'accès des réseaux sociaux et un certain nombre d'autres solutions technologiques, la sécurité prend une dimension encore plus importante. Et donc Sonema, donc non seulement on est opérateur intégrateur de réseaux, donc toute connectivité, donc là vous avez quelques images de satellites, mais aussi sur la fibre, donc toute la partie connectivité terrestre, mais on propose un certain nombre de services qui accompagnent cette connectivité. Les participants du séminaire proposé par la Sonema ont pu découvrir le centre technique basé dans le Var avant de prendre part à des discussions sur les enjeux auxquels ils doivent faire face et de quelle manière la Sonema peut les aider. Notre séjour ici, son intérêt, c'est surtout d'être avec tous les autres partenaires, d'échanger et puis, disons, d'échanger, faire un échange d'expérience d'une part et puis d'autre part, se connaître. Et puis, bon, peut-être qu'il y a des questions que nous, on ne se pose pas, mais que d'autres partenaires se posent. Et on a une réponse commune. Et donc, ça, c'est très intéressant. Ces 4 jours ont été très positifs parce qu'on a pu décliner la stratégie de développement de Sonema. Et nous, étant partenaires, donc, on s'est imprégné de cette stratégie et on trouve que c'est très positif parce que ça va nous permettre d'attaquer d'autres marchés et surtout d'adresser de nouveaux clients et en plus se conforter chez les clients existants. Je pars de Monaco en ayant l'impression que nous sommes encore là, nous avons encore besoin de certaines solutions et nous avons besoin de partenariats parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Donc je pense que pour moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de positif. La Sonema compte 65 collaborateurs entre la Principauté et le Var. Cette société est l'un des membres fondateurs du CEMA, le club des entrepreneurs monégasques en Afrique. Très présente en Afrique francophone, elle ambitionne à l'avenir de se développer en Afrique anglophone. La Sonema réalise actuellement 20 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel sur ce continent. Voici pour l'essentiel de l'actualité en Principauté. Je vous propose à présent un aperçu de la météo de ces prochains jours. Jeudi, journée ensoleillée, les températures seront légèrement en baisse. L'on prévoit 9 degrés pour la matinée et 14 degrés pour le reste de la journée. Vendredi, soleil encore bien présent malgré l'arrivée de quelques nuages en cours de journée. Les températures seront nettement moins élevées qu'en début de semaine. Samedi, belle apparition du soleil, il fera 14 degrés au plus chaud de la journée. Dimanche, en ce premier jour de 2017, le soleil aura du mal à être au rendez-vous. Les températures seront fraîches. Lundi, temps maussade sur l'ensemble de la journée, les températures seront stationnaires. Et finalement mardi, ciel couvert sans toutefois de réelle dégradation du temps. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité de la Principauté sur notre application Monaco Info ou sur le site Monaco Channel. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.